Bonjour Alice Cherki. Bonjour. Alors, vous êtes psychiatre, psychanalyste et écrivaine. Vous êtes née dans une famille juive algérienne. Vous vous êtes engagée en faveur de l'indépendance de l'Algérie dans les années 50. Pendant ces années, vous avez rencontré et travaillé avec Frantz Fanon. Ma première question, ça va être de vous demander comment s'est passée cette rencontre et qu'est-ce qui vous a marqué à ce moment-là. Ou s'il y a quelque chose qui vous a marqué. Oh, bah écoutez, là, je peux vous dire que c'est quelque chose dont je parle souvent parce qu'effectivement, ça m'a marqué. Fanon venait d'arriver en Algérie, début 50, je ne sais plus exactement la date, mais enfin, disons que c'est en fin 53, il était arrivé fin 53, début 54, ça devait être dans le début 54. Déjà, sa réputation dans certains milieux dits de gauche était arrivée jusqu'aux oreilles. Et moi, je faisais partie d'une association qui s'appelait l'AJAS, l'Association pour la jeunesse algérienne pour un changement. Enfin bon. Et on était très mélangés. Il y avait ce que j'appelle un mot qui n'existe plus, des jeunes chrétiens progressistes. Il y avait des scouts musulmans, il y avait quelques-uns de juifs. Et on était tous assez jeunes. Et Fanon était venu nous faire dans un amphithéâtre où il n'y avait pas, comme dans le film de Barney, quelqu'un qui était en haut du pavé pour tirer. L'ambiance était tout à fait différente, on était tous très attachés. Et il a fait une conférence qui nous a beaucoup intéressés sur la peur et l'angoisse, et qui était vraiment très loin de ce que proposait pour la situation coloniale, d'un côté le marxisme de l'époque, de l'autre le comme on appelait ça, le sartrien, le truc de Sartre, etc. Mhm. Nous qui vivions la situation coloniale. Donc, et à la fin de la conférence, quelqu'un, ne peut plus savoir, si c'est Mandouze, Pierre Chollet, enfin, j'ai un peu oublié, quelqu'un m'a présenté à Fanon. Et une chose que je lui ai dite, mais longtemps après, je n'ai pas osé sur le moment lui dire, il était tellement, ce qu'il nous a dit était tellement passionnant, sa voix était tellement porteuse, que je ne m'étais même pas rendu compte qu'il était noir. Ah Et oui. ça, j'ai pas osé le lui dire tout de suite, mais en revanche, les gens qui m'ont présenté disaient que j'étais une jeune interne, hein, que je voulais faire de la psychiatrie, mais que je voulais pas faire de la psychiatrie à l'école de Porot, qui était une école très réactionnaire, avec des théories qui ne me plaisaient pas du tout. C'est la théorie du Et peu de temps primitivisme. après, Fanon m'a proposé de venir à l'hôpital psychiatrique de Blida, D'accord. comme interne. Donc c'est lui qui vous a proposé de venir. Oui. D'accord. Et quand vous parlez Non, mais de... pas directement, c'est-à-dire que 2 ou 3 jours après, il a dit à mes amis qui m'avaient présenté, je crois que c'est Cholet ou Mandouze, je ne sais plus, dites-lui de venir, je la prends comme interne à l'hôpital. Et donc, vous travaillez avec Fanon à l'hôpital de Blida. Au moment où Fanon est médecin-chef, à ses côtés, vous pratiquez la social-thérapie et assistez à l'élaboration de l'analyse de l'aliénation politique, culturelle et subjective. Comment est-ce que c'est passé comment est-ce que vous pourriez expliquer comment s'est mis en œuvre cette, justement, social-thérapie? Quand je suis arrivé, c'était déjà mis en œuvre, puisque ça avait été mis en place avec Azoulay, qui n'était plus là, hein, qui était plus là. Il y avait Géronimi. Et moi, quand je suis arrivé, c'était déjà en train de fonctionner. Pas vraiment complètement, puisque par exemple, le stade n'était pas encore construit, mais c'était déjà en train de fonctionner. Et, et je crois même que le musicien de Chahabi n'était pas encore arrivé. Mais enfin, il y avait déjà le café mort, avec les jeux de cartes. Les camisoles avaient été supprimées. Hum. Les espaces pour dormir, les réunions avec les infirmiers, les malades et les patients, comme on disait, étaient déjà en route, si vous voulez. Mais la mosquée avait été, ça j'y tiens beaucoup, parce que tout le monde oublie de le dire, la mosquée, qui est une toute petite mosquée qui existe encore, que j'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça, avait été transformée en grenier à foin. Euh, donc D'accord. Ah oui. Fanon décide de faire réouvrir la mosquée pour lui redonner son usage. On trouve des dominos, enfin bon, il y a tout ce qu'il faut, si vous voulez,
pour avancer. Et déjà, quand je suis arrivé, les infirmiers qui au début étaient très réticents, ils disaient même eux aussi ce nègre, hein, ce nègre qui arrive tellement bien habillé sous sa blouse, toujours impeccable, etc. Euh, en plus, Fanon avait au début pris un interprète, mais les interprètes sont toujours nommés par l'administration à l'époque, et très vite, si vous voulez, on supprime l'interprète et c'est les infirmiers qui traduisent quand Fanon ne comprend pas. Parce que Fanon ne parlait pas l'arabe, ni le, ni le, ni le berbère. Mais à la fin, il finissait par comprendre les mots, vous savez, les mots dans ce genre euh, de relations, c'est toujours un peu les mêmes. Hein. Par rapport. Donc, on finissait, oui, on finissait tous par comprendre. J'ai mal là, j'ai mal là. Je veux voir mes enfants, des mots comme ça. C'était facile à comprendre. D'accord. Et est-ce que lorsque vous êtes arrivé, vous avez senti une différence justement dans la pratique de Fanon? Vous avez bien dit qu'il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été mises en place avant votre arrivée. Est-ce que vous, quand vous êtes arrivé, vous vous êtes dit euh, on est en train de travailler sur quelque chose de différent, sur une révolution? Ah. Bon, écoutez, d'une part, Fanon, déjà la période où avec la thèse d'Azoulay, la période où il se désolait, ils ont même écrit un article là-dessus, de dire que la social-thérapie, on appelait à l'époque la social-thérapie, c'était pas la psychothérapie institutionnelle, c'est beaucoup plus tard que ça s'est appelé la psychothérapie institutionnelle. Les méthodes de Saint-Alban, de Dostoïevski, qui s'adressait à un public de civilisation européenne, marchaient chez les femmes européennes, comme on disait, mais pas chez les indigènes musulmans, comme on les appelait. Parce qu'il n'y avait aucune référence qui correspondait, si vous voulez. Moi, comme je disais en plaisantant, d'ailleurs, j'ai même eu l'audace de le dire à ce moment, mais enfin, vous voulez quand même pas que les hommes fassent des ateliers de vannerie, c'est les femmes dans ce pays qui font la vannerie, c'est pas les hommes. Ils touchent jamais à un truc, ils font jamais un truc de panier de vannerie, voilà, des trucs comme ça. C'était très vivant, hein. Et puis on pouvait se parler. Et moi, je connaissais la théorie de Porot, que Fanon il ne la connaissait pas avant de venir en Algérie, mais a découvert qui était cette théorie absolument que vous avez appelé la théorie que les indigènes étaient régis non pas par le cortex cérébral, mais par le sous-cortex, qui expliquait plein de... C'est la théorie du primitivisme, c'est ça? La théorie du primitivisme. Oui. Fanon met en tension politique, culture et individu. Alors cette phrase, je l'ai reprise de votre préface que vous avez rédigée pour les damnés de la Terre. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi la politique, la culture et l'individu sont mis ensemble dans son travail? Tout simplement parce que très vite, Fanon découvre de façon plus explicite. Il avait déjà, si vous voulez, écrit Peau noire et masque blanc. Oui. Nous ne savions pas, il n'y avait que deux, je me souviens, je dis toujours qu'il n'y avait que deux, Salah Louanchi et Luc Cholet qui avaient lu Peau noire et masque blanc, et nous ne savions pas non plus qu'il avait écrit l'article Le syndrome nord-africain, dans lequel il avait montré que cette façon de mépriser les ouvriers qui travaillaient en France d'origine algérienne, essentiellement, il y avait des Marocains, mais d'origine algérienne, et que le psychiatre français disait, en Algérie aussi, il disait, c'est la cool shit, c'est-à-dire mal partout, d'un air de dire, bon, ils sont pas vraiment malades. Or, en fait, Fanon montre bien que c'est quelque chose qui est lié non seulement à leurs conditions de vie, dans lequel ils n'ont ni passé ni avenir, mais aussi dans l'impossibilité, si vous voulez, de communication, l'impossibilité de pouvoir faire état des références de leur culture.
ce dans quoi ils ont été élevés, ce dans quoi ils ont baigné, pas forcément religieux, hein, ça pouvait être aussi social, jouer au domino, c'est pas C'est religieux. ça, boire le thé. Non, mais vous voyez, Oui. écouter de la musique shabi, c'est Mhm. pas religieux, tout ça. C'était pas uniquement c'était pas uniquement les genoux. Et même si les genoux étaient là, ils étaient souvent très. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les genoux, c'est la croyance que c'est des mauvais esprits qui viennent gérer les Ah oui. symptômes. Voilà. Djinn, Jnoun, mais même ça, si vous voulez, c'est une fiction culturelle Mhm. qui avait son importance chez les marabouts, etc. Mais tout ça, il fallait, je veux dire, pour que ça parle, pour que ça puisse, ce qui est le principe de la social thérapie, c'est de pouvoir partir de ces, excusez-moi du mot un peu fort, de ces signifiants, si vous voulez, qui même chez un Mhm. aliéné sont présents. C'est fait partie de l'être humain. Tombé sur un de vos textes où vous dites que la conception de la culture de Frantz Fanon obéit à un double mouvement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire que ce double mouvement? Oui, ah, ça c'est très important parce que ça a toujours été, et c'est ce que je déplore, ce que les mouvements identitaires Mhm. euh, ne reconnaissent pas, c'est que, Fanon, le double mouvement, c'est que euh, restaurer, si vous voulez, ces référents culturels pour permettre qu'ils soient valorisés, repris et construits, et permettre la construction de la personne, c'était pas pour se replier sur quelque chose, c'était pas pour se replier sur quelque chose de fermé, Mhm. c'était au contraire avec cette restauration de l'estime de soi, de ses valeurs, etc., pouvoir participer à quelque chose du côté du partage et de l'universel. Mhm. Et ce qu'il a toujours dit, une fois que euh, il a écrit en 56 au premier congrès des écrivains artistes noirs, dans lequel il conclut que une fois que le statut colonial sera aboli, que les colonisés seront plus décolonisés, on ira vers un nouvel universalisme Mhm. auquel chacun pourra prendre sa part. Et ça, il l'a pensé toute sa vie. Donc il plaidait pour une société multiculturelle purgée des dominations en fait. Voilà. On peut le dire comme ça, oui, une société multiculturelle purgée justement de ces aberrations. Et ce point rejoint celui de l'impasse de la culture des rapports de domination. Donc vous parlez d'une double solution, soit la rigidification euh, de la culture de manière stéréotypée et peu productive, ou l'acquisition forcée de celle du dominant. Oui, ben, ce que j'ai montré, c'était l'état des lieux, si vous voulez. C'était euh, que c'est comme si on imposait, que c'était un faux semblant d'ailleurs, euh, aux Algériens natifs, etc., de, euh, d'essayer de ressembler ou d'acquérir ce qui constituait la culture de l'autre. Encore que je dois dire que, à part quelques intellectuels, les Européens d'Algérie n'étaient pas très cultivés. Mais ça, c'est une boutade. Mais en fait, oui, ils n'étaient pas très. Et que ce qu'il s'agissait de restaurer, c'est c'est la possibilité, si vous voulez, Mhm. de, d'accepter des traces de sa propre culture, mais pour évoluer et que la société, Fanon a dit beaucoup, tout le temps et beaucoup plus tard dans le deuxième colloque d'Ukraine, qu'une culture est toujours en mouvement. Oui. Elle est toujours en mouvement dans l'accompagnement de l'évolution de la société. Et ça, c'est une chose à laquelle il tenait beaucoup et qu'il nous a transmis d'ailleurs, parce que c'est ce que nous c'est drôle parce que euh, c'est vrai que ça concorde avec un engagement politique, cette conception Mhm. d'une culture toujours en mouvement et qui en mouvement avec le mouvement même de la société. C'est quelque chose de très actuel. C'est très en contradiction avec les théories conservatrices, de repli identitaire, Oui, tout pour une culture, une seule nation. Enfin voilà, c'est très différent de cette proposition politique. absolument.
y compris dans les années de la Terre. Les gens disent oui, la violence, etc. Or, en fait, si on lit bien les damnés de la Terre, deux choses. La première, c'est que, et il l'écrit en toutes lettres, que la violence ne constituerait pas un programme et la haine non plus. Pour accompagner une lutte d'indépendance, pour arriver à une société viable. Voilà. Oui. Ça, il le dit à plusieurs reprises, il dit en toutes lettres. Il a fait une analyse de la violence aussi, qui était, parce que je dis ça parce que beaucoup de gens se sont précipités après, à cause de la préface de Sartre, sur le fait de considérer Fanon comme un violent, comme faisant l'éloge de la violence. Or, pas du tout. Il analyse la violence. Il analyse la violence qui est faite sur les plus démunis, pour dire que au bout d'un certain temps, plutôt que cette violence s'exerce sur le voisin parce qu'il est jaloux du voisin, elle doit s'organiser dans un but de lutte nationale. Je voulais revenir vite fait un petit peu sur la question du repli identitaire. Et à ce propos, on a beaucoup critiqué Fanon sur son soutien aux nationalistes algériens. Vous pensez quoi? Est-ce que ce reproche est justifié selon vous? Il s'agissait de l'indépendance de l'Algérie. C'est évident. Je veux dire qu'il n'a pas hésité une seconde, surtout après. N'oubliez pas qu'en 1956, il y a eu la plateforme de la Soumam, qui a été rédigée entre autres par Aban, et qui était un programme pour une Algérie qui était tout à fait intéressante, on peut dire. Et la plateforme de la Soumam était centrale, si vous voulez, dans les années 56, 57, 58, pour le devenir de l'engagement. Oui. Voilà, c'était pas du tout pour partager une violence quelconque ou quoi que ce soit, c'était une finalité de l'engagement. Près de 40 ans après sa mort, donc en 1961, et après avoir vous-même quitté l'Algérie indépendante, vous publiez un portrait de Frantz Fanon, la première biographie qui lui est dédiée en France. J'ai deux questions à ce propos. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps pour parler de Frantz Fanon en France? Je vais commencer par répondre à la deuxième question, parce que ça amène la première. Ok, ça marche. Pas simplement en France d'ailleurs. Eh bien, je suppose que, pas simplement par rapport à Fanon, mais après l'indépendance de l'Algérie, il y a quand même eu un silence total en France sur tout ce qui s'était passé. Il a fallu 50 ans pour qu'on parle de l'OAS, alors qu'il y avait encore des rejetons de l'OAS qui faisaient partie du parti de Le Pen, enfin qui étaient encore très, très présents. Il a fallu les tortures, etc. Même alors que pendant la guerre d'Algérie, des gens comme Vidal-Naquet, etc., avaient écrit là-dessus, il y avait eu des livres là-dessus. Même tout ça était complètement no comment. Invisibilisé. Ouais. Alors ça, c'était en Algérie, c'était en France, de façon très, très... Et que les seuls qui parlaient de la violence, qui parlaient de Fanon, c'était pour citer la préface de Sartre, dans lequel il parle justement de... Frère, là, ils meurent tous les deux, hein, le colonisé, d'un seul coup. Mais ça, c'est très... Il y avait ça, et paradoxalement, ça je peux quand même le dire à votre micro, alors qu'au tout début de l'indépendance, Fanon était très célébré, il y a eu une rue, il y a eu l'hôpital, il y a eu même Gismar, je me souviens, qui est mort très jeune, et une autre avait essayé d'écrire des petits livres sur Fanon. Et quelques années après, quand vous alliez, moi j'ai eu l'expérience, quand j'allais en Algérie, que j'interrogeais un lycéen qui était au collège Frantz Fanon, je lui demandais, monsieur, Fanon, il ne savait pas. Il y en a même qui comme Fanon, c'est pas un nom musulman, il disait, peut-être que c'est quelqu'un de l'armée française, des choses comme ça. Ah oui, une vraie méconnaissance. Il y avait un oubli, ça c'était la première chose.
Par exemple, il y avait à un moment donné, il était sorti avec quelqu'un que je connaissais, que j'aimais bien, mais un dictionnaire des auteurs français, et à la page Fanon, c'était pas Fanon qui était cité, c'était la préface de Sartre. Ah oui, d'accord. Donc En plus, si vous voulez, dans ces années-là, vous êtes peut-être trop jeune pour vous en souvenir, mais c'était le moment où on construisait à l'extérieur des villes, les bâtiments, de trucs pour y envoyer les émigrés, pour regrouper les émigrés. Tout ce qui a été construit à ce moment-là, les gens qui habitaient même le 15e, etc., qui étaient des Marocains, des Algériens, etc., on les a, sous prétexte de leur donner des logements plus modernes, on les a parqués dans les banlieues. Il y a eu tout ce oui. mouvement-là qui s'est fait aussi. Et tout ça, moi, j'avais pas l'idée au début d'écrire ce livre. Mais tout ça m'a un peu. Ça m'a tracassé. Voilà, ça m'a tracassé. Je voyais l'évolution, si vous voulez. Et encore, c'est pire maintenant. Mais je voyais l'évolution dans les années fin 80, 90. Et et j'ai décidé que j'allais écrire ce livre parce que dans mon entourage, j'étais vraisemblablement une de celles qui pouvaient le faire. Peut-être, mais ça c'était plutôt inconscient, j'avais le désir je l'ai fait pour les jeunes générations, qui n'étaient pas, bien informées, hein, aussi Oui. bien... Qui ne devaient pas connaître Fanon, hein. qui ne connaissaient pas Fanon Non, finalement. non, aussi bien en France qu'en Algérie, enfin qui étaient les deux pays que je fréquentais le plus, si j'ose dire, les jeunes ne connaissaient pas Fanon, ne connaissaient plus Fanon. Je vous dis, c'était une image quelconque qui pouvait être un officier de l'armée française ou un psychiatre. Encore quand tu penses, pensez même pas au psychiatre. Enfin. Justement, ça m'amène à parler du biopic qui est sorti cette année sur France Fanon. Donc le biopic de Jean-Claude Barny qui se nomme Fanon. Est-ce que vous l'avez vu déjà? Bon, d'abord, je vais vous dire que y a quand même beaucoup de documentaires qui étaient sortis Oui, sur il y avait déjà eu un film avant. Mehdi Lalaoui avec Sur les traces de Frantz Fanon, qui était un des premiers, enfin bon, je peux les citer tous. Il y a le film qui enfin arrive en France de Abdenour Zaza, fait à l'hôpital, que j'ai vu en avant-première aussi récemment. Et le film, alors ça, je vais vous répéter ce que je dis chaque fois parce que c'est vraiment ce que je pense profondément. Ce film, si vous voulez, bon, moi quand j'ai commencé à critiquer un certain nombre de choses, Jean-Claude Barny, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, m'a dit c'est un biopic. Alors moi je savais pas ce que c'était un biopic, on m'a dit c'est qu'on peut s'arranger un peu avec l'histoire, on peut prendre des libertés avec l'histoire. Oui. Peut-être que c'est ça. Alors, je dois dire que les acteurs sont très bons. Les acteurs, on sent qu'ils ont été émus, qu'ils ont travaillé, etc. Parce qu'ils ne connaissaient pas Fanon. Hein. Même celui qui fait Fanon a dit publiquement, à l'avant-première où j'étais, que quand on lui proposait le rôle de Fanon, il ne savait pas qui était Fanon. Donc il s'est renseigné, oui. Oui. Il l'a dit publiquement, mais il a dit j'ai lu le livre d'Ali Cherki, bon. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais dans la salle, enfin, peu importe. Et tous, ils ont tous essayé de mettre de façon, celle qui faisait Josie, elle est venue vers moi en me disant, est-ce qu'elle était comme ça, Josie? J'ai dit, oui. Après, elle a changé beaucoup, mais oui, elle était comme ça, à la fois attentive, et puis, enfin bon, elle était très de gauche, hein, Josie. Et, mais, alors tout ça veut dire, tout ce qui est le côté psy, l'arrivée avec les malades enfermés, etc., les camisoles de force, etc., oui, Mélo, là, tout ça, la sympathisation qui se fait, c'est pas un vrai mot, hein, enfin, l'hostilité pas l'hostilité, la méfiance au début, des infirmiers qui se transforment après en un vrai compagnonnage, parce que
Pendant des années, jusqu'à leur propre mort, les infirmiers qui ont travaillé avec lui ont eu un sentiment de reconnaissance. Ils l'aimaient beaucoup à la fin, hein, tout à fait. Tous ceux qui ont travaillé avec lui, parmi les infirmiers, se sentaient valorisés. Il y en a un qui a dit toute sa vie, il a dit après, on était des gars de chez Aune, Fanon, on est des vrais soignants. Voilà, vous disiez ça avec une fierté, un vrai soignant. Oui. Mais il a pris beaucoup de liberté avec les événements dits historiques. Et ça m'a un peu gêné. Et ce qui m'a gêné, c'est que sa réponse n'est pas une remise en question, c'est comme ça qu'il a voulu faire, etc. Alors, on va commencer par la fin. Ça, l'enterrement de Fanon avec, ça doit être un biopic, avec au fond en plein désert, avec 2 ou 3, dont un imam dans un endroit complètement désert, c'est alors là vraiment. J'ai essayé de lui dire pourquoi il a fait ça, il ne m'a pas répondu. Alors que l'enterrement de Fanon, ça a été un grand événement. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça a été très compliqué déjà de ramener le corps. Ça a été très compliqué déjà de ramener le corps en Algérie, et puis après. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez ça. D'abord le rapatriement des États-Unis à Tunis. À Tunis, ouais. La veillée à Tunis. Même à la descente à l'aéroport, il y avait un monde fou qui attendait. Après, il y a eu la veillée, avec les discours de Krem Belkacem, qui n'avait pas rédigé lui-même, mais enfin, qui était un très beau discours. Après, comme Fanon voulait être enterré en terre algérienne, et qu'il y avait quand même la ligne Maurice, vous voyez, c'est quand même ça, il faut restaurer historiquement. Oui. Il y avait la ligne Maurice, mais il y avait un petit bout de la ligne Maurice qui faisait ce qu'on appelait ce que nous appelions à Tunis, entre nous, les jeunes, oui, le bec de canard. On appelait ça le bec de ce petit bout. Bon, j'ai su le nom exact de l'endroit, mais nous on l'appelait le bec du canard. Et le corps de Fanon a été transporté, le cercueil, porté sur les épaules, vous voyez, les épaules où il y avait plein de gens qui portaient le cercueil, a été transporté aux frontières et enterré avec aussi plein de discours et d'honneur dans le bec de canard. Le nom, je l'ai retrouvé récemment, ce n'est qu'ultérieurement qu'il a été transporté là où il est toujours, et là aussi, vraiment, les querelles sont dans un cimetière qui est dans un petit village un peu plus loin, et qui est le cimetière des Martyrs. Voilà. Et quand certains, dont je ne montre pas, nous disent mais pourquoi il n'est pas enterré à Alger, etc., dans le grand cimetière qui a été construit après, pour le grand cimetière des Martyrs, etc., il y a eu 2 choses. D'une part, il y a la famille Fanon, le frère aîné, qui est venu parce qu'il voulait rapatrier le corps de son frère aux Antilles. Ah oui, d'accord. Et là, personne n'a voulu. Josie a dit qu'il n'en avait pas question. Il est mort comme Algérien, sa place est ici. Et la deuxième chose, et ça Olivier Fanon le confirme, c'est que quand, après Boumediene, ils ont voulu transporter le corps dans le grand truc de martyrs à Alger, c'est Josie Fanon qui a dit non. Qui a dit, lui, il voulait être enterré avec les combattants, les Moudjahidines, c'est un cimetière de Moudjahidines. Si les gens veulent... et elle n'a pas voulu non plus qu'ils soient enterrés officiellement dans le... Voilà, ça c'est l'histoire de la tombe de Fanon, mais je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour... en plus, excusez-moi de dire, mais il faut quand même que ça se dise, Fanon était athée. Il était athée. Oui. Donc,
Donc, Être enterré religieusement, etc., c'était pas son truc. Il était vraiment athée, au sens très fort du terme. un dernier point que vous avez commencé à aborder, un point que, bon, malgré tout, et qui est mis en avant dans le film, c'est celui du travail sur l'aliénation que fait Fanon. Euh, dans Les Damnés de la Terre, il développe justement trois aspects. L'aliénation au regard de l'autre, la violence et les conséquences psychiques. On a déjà un peu parlé, mais je voulais surtout revenir sur la question de la violence, parce que c'est ce que vous écrivez dans votre préface que vous avez rédigée en 2002, concernant votre préface des Damnés de la Terre, concernant la préface de Sartre, où vous critiquez. Vous critiquez beaucoup la façon dont Sartre a traité la violence de Fanon. Absolument, mais ça, je l'ai critiqué depuis le début. J'ai continué à le critiquer chaque fois que j'ai pu écrire quelque chose, que j'en ai eu l'occasion, parce que, et surtout la phrase, quand il y a un mort, il y en a deux qui sont tués, le colon et le colonisateur. C'est-à-dire que Fanon n'était pas du tout dans cette espèce de coup de fusil, si vous voulez, du truc je te tue, ça tue. Enfin, je veux dire, c'était pas du tout quelque chose qui était de l'ordre de l'assassinat. Oui. Voilà. Pas du tout. Et ça, d'ailleurs, bon, ça je peux le dire parce que je l'ai déjà dit publiquement, Fanon était déjà très malade quand il a eu entre les mains la préface que Lanzmann lui avait rapportée, qui était enfin écrite, et comme on habitait à côté, il est passé me voir et il n'était pas content du tout justement de tous ces passages de Sartre. Il disait quand j'irai mieux, j'essaierai d'avoir un entretien avec lui. Mais ça s'est jamais fait. Ça n'a jamais. Non, il était très affecté par le détournement, si vous voulez, de Sartre sur. Non, parce que ça c'était une vraie trahison de la pensée de Fanon. Et en fait, et aussi ça veut dire que Sartre s'adressait uniquement aux Européens. Il y a vraiment un aspect sur lequel j'aurais voulu terminer cet entretien. Moi, ce qui m'a beaucoup fasciné chez Frantz Fanon, c'est dans sa manière de construire sa pensée, c'est qu'il ne parte pas d'une pensée, justement, d'une idée, mais qu'il part d'une expérience. Ah oui. Donc ça, c'est qui d'abord avec Peau noire, masque blanc, puis après avec Les Damnés de la Terre, ce sont toujours des expériences, en fait, qui est le point de départ. Alors non seulement je pense que la pensée de Fanon part toujours d'une expérience et d'une expérience vécue, et en plus, son expérience de psychiatre, sa conception du rapport humain entre l'aliéné et le soignant, soi-disant, est en partie très liée avec sa façon de vivre dans le monde et de s'engager. Je veux dire que c'est pas... D'ailleurs, Josy Fanon disait très longtemps après, là, Olivier Fanon m'a envoyé récemment un entretien que ça m'avait fait à Haïti, je crois, je ne sais pas, dans lequel elle disait une chose que moi-même j'ai jamais osé écrire, que Fanon à l'indépendance, même si l'on lui proposait des postes, etc., d'ambassadeur, etc., il continuerait à être psychiatre. Une des choses que vous développez, c'est que Fanon lui parlait des colonisés, mais qu'aujourd'hui on pourrait étendre en fait cette catégorie avec les inégalités notamment. Vous parlez aussi des inégalités entre le nord et le sud, mais aussi dans les pays dits développés, donc avec les sans, on pourrait les appeler comme ça, les sans-papiers, sans statut, qui eux aussi vivent une aliénation en fait. Mais ça, j'ai écrit des articles en pagaille là-dessus, Oui. sur justement ce type d'aliénation. Et je l'écris sans ménager les pays de l'autre côté de la Méditerranée. C'est-à-dire que, d'autant plus que Fanon, y compris dans Les Damnés de la Terre, quand il fait tout cet immense article, chapitre
sur la mise en garde après les indépendances des bourgeoisies nationales qui vont prendre pouvoir, etc. Il fait semblant, enfin pas il fait semblant, il parle de l'Afrique noire, mais souterrainement, sans le citer parce que c'était pas le moment, il parle aussi de l'Algérie. Mais je crois, c'est drôle, j'avais jamais formulé ça comme ça. Je crois que d'abord, c'est son expérience personnelle. C'était quand même un jeune Martiniquais qui en plus découvre plein de choses parce que c'était tabou dans sa famille de parler d'esclavage. À l'époque, chez les Martiniquais, parler de l'esclavage, ça se fait surtout dans les familles semi-bourgeoises. Oui. Je dis semi, parce que on ne parlait pas de l'esclavage. Donc, cette découverte, d'une part, ce garçon insouciant. Tout le monde me demande, mais je ne sais pas pourquoi j'associe là-dessus, sur ce qu'il m'a raconté. Parce qu'il ne parlait pas de lui, Fanon, perso. Mais des fois, quand on était à deux, il racontait comment, quand il était on emmenait les enfants à la statue Schœlcher quand il avait 10 ans, et que pendant qu'on honorait Schœlcher, il s'est posé la question, il avait 9 ou 10 ans, mais qu'est-ce qu'il y avait avant Schœlcher, qu'est-ce qu'il y avait? Et, première question, c'est un garçon de 10 ans à qui on ne parlait pas de l'esclavage. Oui. Voilà. Après tout, bon, ses engagements et sa pensée sont toujours dans une espèce de mouvement comme ça qui de l'un conduit à l'autre. D'ailleurs, il ne prenait pas des auteurs pour écrire. Ça sortait de ça. Il parlait ce qu'il avait dans la tête, il l'écrivait même pas lui-même. La pensée de Fanon aujourd'hui, elle est plus que jamais d'actualité. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Et j'aurais voulu tenter de faire un parallèle entre la pensée fanonienne et ce qui se passe à Gaza. Déjà, il faut faire une mise au point, qui est parce que beaucoup de gens le demandent, aussi bien en Allemagne qu'ici, qu'est-ce que Fanon pensait d'Israël-Palestine. Et je suis obligé de répondre qu'à l'époque, on ne parlait pas d'Israël dans les milieux, on ne parlait pas d'Israël. Avec les Cholets, avec tous les amis, si vous voulez, à Tunis, on ne parlait pas du conflit israélo-palestinien. Moi, si vous voulez, qui était quand même la seule juive, je peux dire, née juive de ce truc-là, j'étais tout à fait indigné de la tournure que prenaient les choses en Israël par rapport aux Palestiniens. Ça fait des années que j'ai signé des tas de pétitions, à un moment donné j'étais proche de Warszawski, qui était... voilà. Mais à l'époque, je dirais, la seule chose, par exemple, qui est cette anecdote de quand Bel Sultan a voulu se débarrasser de nous, il a fait courir le bruit que Fanon, avec ses internes, on l'a bien choisi, des non-juifs qui étaient Cherki Lévy, qui n'étaient pourtant pas encore internes de trucs, on était des agents du Mossad. Autrement, prendre parti, s'engager, discuter, même pas s'engager, mais discuter comme de quelque chose de central, non, à l'époque, ça ne se faisait pas. Alors maintenant, je suppose que Fanon, il est évident qu'il aurait... Fanon était athée, il ne faisait aucune différence. Il y avait beaucoup d'amis, par exemple, à Tunis, c'était ceux qui étaient devenus des amis intimes, je veux dire que c'était sympa, c'était les Taïeb, qui étaient des juifs tunisiens de génération en génération, qui étaient de gauche. Ils s'entendaient très très bien avec les Taïeb. J'ai jamais entendu... je dis ça parce que, pour vous expliquer, j'ai jamais entendu dans la bouche de Fanon, en tous les cas, aussi bien moi que autour de moi, des propos antisémites, par exemple. Aujourd'hui, je pense qu'il ne serait pas le seul. On
est quand même quelques-uns, hein, parmi à condamner Netanyahou et les Israéliens d'une façon absolument formelle, et non seulement formelle mais engagée, c'est évident. Je veux dire, parce que mais j'essaye de vous resituer ça parce que on peut faire des hypothèses, mais on ne peut pas faire de la fiction. Mais je ne peux faire que des spéculations. Je ne peux pas répondre dans la mesure où c'est pas une question. La seule chose que je peux constater, c'est qu'il n'était pas antisémite. Bon, moi je pense que, alors peut-être que je me trompe, mais je me dis que, étant donné qu'il était pour des rencontres de culture, il aurait peut-être été pour non pas une abolition des rapports de domination entre Palestine et Israël, et pour une rencontre en fait entre ces deux cultures, peut-être pour une solution à un État, peut-être. J'imagine ça comme ça, moi. Je pense qu'il aurait tout à fait été d'accord pour souhaiter qu'il y ait un rapprochement entre les deux cultures qui en plus il aurait vu que c'était pas si éloigné l'une de l'autre en plus. Je veux dire qu'il y a plein de trucs, il y a des légendes communes, enfin il y a des, Oui. il y a des trucs. Oui, ça sûrement pour la pour que les cultures l'une par rapport à l'autre. C'est sûr que tout ce qui était du côté de l'oppression des plus faibles, il aurait été contre, ça c'est sûr. Mais jusqu'où il aurait été, qu'est-ce qu'il aurait fait Je vous remercie en tout cas pour votre réponse. Je vous remercie aussi pour cet entretien, Alice Cherki. Je vous remercie aussi pour tout votre travail sur Frantz Fanon. Ça m'a aussi beaucoup aidé à comprendre qui était Frantz Fanon et comment il était et pourquoi il était nécessaire de s'intéresser à son travail, même encore aujourd'hui. Donc pour tout ça, je vous remercie. Ce fut un grand honneur pour moi de vous rencontrer aujourd'hui quand même. Écoutez, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, voilà. Mais et j'espère que vous allez continuer dans cette voie. Je vais essayer. Merci beaucoup.